Preview. Preview. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a fait réfléchir et que je trouve intéressant. Et c'est qu'en regardant des vidéos sur la géopolitique, j'ai découvert qu'aux yeux de plusieurs économistes et de plusieurs spécialistes de la géopolitique, l'Amérique du Sud est le subcontinent le moins important en géopolitique. Moi qui suis né au Pérou et qui a grandi là-bas en mon enfance, je me suis posé des questions, je suis comme, ah ouais, intéressant, pourquoi? Et les raisons, quand elles nous le sont présentées, sont assez évidentes. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, premièrement, parlons de la géographie. L'Amérique latine est assez détachée du reste du monde physiquement. Donc, si on prend par exemple l'Amérique du Sud spécifiquement, à part la petite jonction qu'il y a au Panama, et même là, il n'y a même pas d'autoroute qui traverse le Panama de bord en bord, l'Amérique du Sud est par voie terrestre isolée. Et il y a l'autoroute panaméricaine qui part de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, mais il y a une petite partie qui n'est pas complétée au Panama. Donc on ne peut pas aller en voiture là, du sud jusqu'au nord, disons. Et après ça, il y a les océans qui créent une énorme séparation. Donc, disons, les pays d'Amérique du Sud sont assez isolés. Ils sont assez isolés et ils sont dans une certaine mesure homogènes. Dans le sens où il y a deux groupes linguistiques principaux, ceux qui parlent espagnol, donc Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Argentine, Paraguay, Uruguay. J'espère n'en avoir oublié aucun. En tout cas, j'espère. Et d'autre part, le Brésil, eux, ils parlent portugais. Et en population, c'est à peu près comparable. Il y a à peu près le même nombre de gens qui parlent portugais au Brésil et le nombre de gens qui parlent espagnol dans les autres pays que j'ai mentionnés. Et il y a aussi, bon, il y a les trois Guyanes qui sont un petit peu une exception, là. La Guyane française qui appartient légalement à la France, une de leurs nombreuses colonies qui restent encore dans le monde. Le Suriname, qui est un pays indépendant, mais historiquement faisait partie de la Hollande, ils parlent hollandais. Et la Guyane anglaise, qui eux, ben, ils parlent anglais, mais ils sont indépendants eux aussi. Mais les trois Guyanes sont assez petits géographiquement en population, ils sont très peu interconnectés avec le reste du continent. Mais ils sont là, il faut les mentionner. Et donc, mais les deux groupes principaux, qui sont des gens qui parlent portugais et espagnol, ont une culture très semblable. Une langue très, très, très semblable. Le portugais et l'espagnol, c'est pratiquement la même langue. Là, je passe beaucoup de temps avec mes amis brésiliens et si je parle en espagnol et ils parlent en portugais, on se comprend à 99%. Et comme j'aime beaucoup le portugais, ben, je me pratique à parler comme eux. Donc, eu gosto de falar português. E muito bonito. Et I like Portuguese a lot. J'aime beaucoup le portugais et j'aime beaucoup leur accent. Mais donc, et bon, en tout cas, ça c'est une façade, là, le portugais et l'espagnol, parce qu'il y a beaucoup de groupes amérindiens et métis sous-jacents qui existaient et qui existent en parallèle là-dessus. Notamment ma famille, ma région au Pérou, c'est les 5 ans. Tout le monde, pratiquement tout le monde dans ma famille, à part moi, ce qui est une de mes plus grands échecs dans la vie, parle quechua. Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'apprendre cette langue, mais il faudrait peut-être que je continue mon année sabbatique et que j'aille au Pérou compléter ma formation et apprendre le quechua. Qui sait peut-être. Mais l'idée, c'est que les langues légalement utilisées en ce moment, c'est l'espagnol et le portugais. Et donc, il n'y a pas une grande incompatibilité culturelle entre ces pays. Ils sont tous d'anciennes colonies européennes de la péninsule ibérique, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, des langues très semblables, en majorité chrétiens, de nos jours de moins en moins croyants, donc ce que je pourrais appeler des athées agnostiques de background catholique. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de guerres dans l'ère contemporaine dans ce continent, ce qui fait du sens, étant donné qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différences entre les gens. Le gars qui parlait du podcast qui m'a inspiré à faire ces vidéos, disait que c'est un des endroits de la Terre où il y a eu le moins de guerres au cours des 100 dernières années. J'ai comme des très petites guerres entre pays, mais pas de guerre totale, parce qu'effectivement, il n'y a pas de clash de société, les sociétés sont relativement semblables. Donc, on a mentionné que géographiquement, c'est assez isolé. Pour côté population, c'est une population relativement homogène. Il y a des ressources et il y a des personnes, mais il n'y a pas tant de ressources ni tant de personnes.
C'est-à-dire que la population en Amérique du Sud, c'est environ 400-500 millions, j'imagine, on doit être dans ces sortes de grandeurs-là, peut-être 600. Mais si on compare par exemple à l'Inde, juste en Inde, il y a à peu près le double, en Chine aussi. Si on considère le continent asiatique, où il y a l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, les Philippines, l'Indonésie, etc. Côté population, l'Amérique latine est inexistante. Et si on compare par exemple avec l'Afrique, l'Afrique est dans une croissance exponentielle de leur population. Donc, le pôle, le pôle gravitationnel que la population crée est assez faible en Amérique du Sud. C'est relativement peu densément peuplé, une population très homogène, très éloignée du reste. Donc ça peut peut-être commencer à vous donner un indice sur pourquoi c'est le subcontinent le moins pertinent. Et pour continuer cette comparaison-là, on va un peu regarder les autres continents de façon globale. Donc il y a l'Amérique du Nord, où, principalement grâce aux États-Unis, c'est un pôle commercial, militaire et culturel mondial. Donc ce pôle irradie un peu vers le Canada et les États-Unis, qui devient un peu pertinent de par leur proximité vers les États-Unis. Mais déjà en Amérique centrale, cette influence est beaucoup plus faible. Et en Amérique du Sud, ça s'y rend pas du tout. Les décisions que les États-Unis prennent ont une très grande pertinence de nos jours, mais si un jour ils voulaient faire une politique moins expansionniste, il n'y a pas un danger réel que l'Amérique du Sud, par exemple, essaie de surpasser, d'attaquer, d'envahir ou même de rivaliser avec les États-Unis. Donc, c'est la puissance la plus proche et il n'y a pas vraiment un intérêt réel à court ou moyen terme qu'il y ait une confrontation. Donc, les États-Unis peuvent limite s'en foutre. C'est un peu ça l'idée. L'Europe, c'est très développé, c'est très riche, c'est très densément peuplé. Il y a une diversité culturelle très, très, très forte. Et donc, en Europe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui sont passées au cours de l'histoire. Parce que justement, il y a tellement de peuples, tellement d'intérêts. Par exemple, les rivalités franco-allemandes, c'est quelque chose qui a dominé la politique européenne pendant pratiquement un millénaire. Il y a eu l'Empire romain qui est radié de l'Italie, il y a eu l'Empire britannique, et même les empires espagnols et portugais qui ont donné origine à la forme actuelle de l'Amérique du Sud. Tout ça est très fortement concentré en Europe. Et l'Europe, en tant qu'Union européenne ou qu'Europe continent, c'est quand même un pôle économique et culturel assez important que s'ils étaient plus cohésifs, ils pourraient rivaliser et même dominer les États-Unis. Mais leur faiblesse est justement leur manque de cohésion. L'Union européenne a 26 langues officielles. Donc, l'histoire a montré qu'un pays avec autant de diversité est très difficile à gouverner. Il a plus tendance à imploser et à se subdiviser qu'à réellement se coalitionner. Les États-Unis ont l'avantage d'être un pays beaucoup plus cohésif, axé autour de la langue anglaise surtout et de la culture coloniale américaine. Donc, pour le pire ou pour le meilleur, c'est un pays cohésif, comparé à l'Europe, disons. Donc, les États-Unis et l'Europe ont ce poids géopolitique très important, mais les deux sont au nord, l'Amérique du Sud est assez loin. Maintenant, si on regarde l'Asie, l'Asie a une population incroyable. Et historiquement, au cours des 5000 dernières années, pendant 99,9% du temps, je veux dire, la culture, l'économie, même le savoir, a toujours gravité entre la Chine et l'Inde. C'est le pôle principal de l'humanité, si on veut. Et c'est une position que la Chine et l'Inde sont en train de reprendre graduellement. Certaines personnes regardent ça avec peur ou panique, mais c'est un retour dans les normes. Mais je veux dire, c'est des humains. Je vois pas pourquoi ce serait plus choquant, de mon point de vue, disons, que la Chine devienne riche ou l'Inde devienne riche versus l'Europe ou les États-Unis. Il n'y a pas vraiment de raison logique de vouloir, disons, est-ce que vous voudrez que le Gabon soit plus riche que le Mozambique? Ben, celui qui performe le mieux, tant mieux pour lui, là. Et la question de la population, c'est quelque chose, dans un certain point de vue, inévitable. C'est un retour à la norme. Et c'est pas juste l'Inde et la Chine, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Pakistan, par exemple, a une énorme population. Le Bangladesh, c'est le pays le plus densément peuplé au monde. Le Japon et la Corée, bon, leur population ne grandit pas, mais c'est des pays très densément peuplés, les Philippines, l'Indonésie. Donc la population, juste ça, c'est suffisant pour donner un poids énorme à l'Asie. Mais en plus de leur population immense, c'est des endroits très, très développés économiquement et en très grand développement. Donc le Japon, la Corée sont déjà pas mal très développés, mais la Chine se développe très rapidement et on parle énormément de la Chine, mais on ne parle pas aussi souvent du Vietnam, par exemple, qui est aussi en train de connaître un développement incroyable. Donc le développement qu'il y a en Asie est en train de le convertir dans un pôle économique qui vise à rivaliser avec les pôles européens et des États-Unis et qui est destiné même à le surpasser. Donc si on parle d'un continent important, je vous dirais que c'est probablement l'Asie. À la partie ouest de l'Asie, que certaines personnes appellent le Moyen-Orient, c'est techniquement quand même l'Asie, mais c'est assez loin et assez différent qu'on peut le regarder sur une autre optique.
C'est des endroits très riches en hydrocarbures, donc pétrole, gaz. On peut parler de l'Arabie Saoudite, du Qatar, comme dit Qatar, de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, etc., même de l'Irak et de l'Iran, etc. C'est des régions qui n'ont pas nécessairement des populations très importantes. Au contraire, c'est des endroits désertiques avec des populations très faibles. Donc leur importance ne vient pas nécessairement de leur population, mais plutôt de la concentration et de l'abondance de leurs ressources énergétiques. Donc ça les met sur la carte de façon inévitable, parce que les États-Unis, par exemple, leur politique étrangère a été dictée pendant des décennies, ou peut-être même un siècle, sur le contrôle des voies maritimes pour assurer la fourniture de pétrole pour les États-Unis. Maintenant, avec le pétrole de schiste, les États-Unis sont en train de créer une production pétrolière incroyable, donc ils sont beaucoup moins dépendants de cette source. Mais d'autres pays en grande croissance, comme par exemple la Chine ou l'Inde, ont besoin de ces ressources. Donc, à court ou moyen terme, le Moyen-Orient va rester très, très pertinent à raison de leur abondant hydrocarbures. Et finalement, on a l'Afrique. Donc, l'Afrique, c'est gigantesque côté espace. Une population énorme et en croissance, une quantité de ressources incroyable. Donc, à certains égards, l'Amérique du Sud et l'Afrique pourraient être comparables côté développement économique ou c'est beaucoup de pays en développement, disons. Mais l'avantage principal de l'Afrique, c'est le fait qu'elle est connectée avec le reste de ce qu'on appelle l'île mondiale, parce que je dirais qu'ils sont à très grande proximité de l'Europe via la mer Méditerranée. Ils peuvent se connecter avec le Moyen-Orient et l'Asie par des voies terrestres. Et même par des voies maritimes, ils peuvent faire beaucoup de commerce avec le subcontinent indien. Donc l'Afrique a quand même un énorme avantage géopolitique sur l'Amérique du Sud, dans le sens où ils sont vraiment, entre guillemets, dans la game. Ils sont connectés, eux. Donc le seul endroit qui pourrait rivaliser avec l'Amérique du Sud comme le subcontinent le moins pertinent, ce serait peut-être l'Océanie, ou ce qu'il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande, parce que c'est encore plus petit que l'Amérique du Sud, il y a encore moins de population. Et c'est assez loin qu'on pourrait oublier qu'ils existent si on se forçait vraiment beaucoup. Donc eux, peut-être, c'est encore plus impertinent que l'Amérique du Sud, c'est discutable. Mais l'idée est que, le but de cette vidéo, c'est pas de dire que qu'il faut s'en foutre ou qu'ils sont pas importants du tout, mais ça m'a ouvert les yeux personnellement sur le fait que certaines décisions politiques font du sens quand on comprend ces choses-là. Donc, un exemple qu'on parlait, c'est le Brésil voulait avoir un siège dans le Conseil de sécurité de l'ONU, disons. Ils sont parlé avec les États-Unis, avec qui ils ont des bonnes relations, et ils ont essayé de négocier cela. Les États-Unis ont dit, ouais, peut-être on va vous aider, mais finalement, ils ne les ont pas aidés. Et l'explication est que quel pouvoir géopolitique aurait le Brésil dans un conflit, disons, dans des tensions qu'on vit actuellement? Donc, de ce que j'ai compris, l'année où ce vote-là a eu lieu, les États-Unis ont plutôt supporté la candidature de l'Inde. Et là, il comparait, il disait que l'Inde, regardez leur population, leur économie croissance, cette dualité qu'ils sont en train de créer avec la Chine. Donc, placer l'Inde de son côté, de son bord, avait une importance capitale dans la géopolitique mondiale. Mais placer le Brésil de son bord, je veux dire, le Brésil n'a depuis très longtemps aucun conflit avec ses voisins et n'est pas à court terme à risque d'en avoir. Donc, je veux dire, le Brésil peut vivre sa vie. Ça ne change rien pour les autres pays. Et ça m'intéresse un peu de dire ça, mais l'Amérique du Sud avait quand même une opportunité de changer cette situation de non-pertinence dont je vous parle. Parce que dans les années, au cours des 15 ou 20 dernières années, il y avait une certaine convergence, une certaine idée de faire un pôle un peu plus global. C'est surtout le Brésil qui avait pris l'initiative de ça. Il voulait créer un truc qui s'appelle UNASUR, UNASU en portugais, qui veut dire à peu près un mélange de un et de sud, comme un seul sud, peut-être, quelque chose qui ressemble à ça. Et l'idée, c'est de créer une forte cohésion entre les pays latino-américains et le Brésil, un peu sur le modèle de l'Union européenne, mais avec des avantages considérables sur l'Union européenne. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai mentionné, la diversité est beaucoup moindre en Amérique du Sud. Donc, au lieu de 26 langues officielles comme l'Union européenne, ce serait peut-être 4 langues officielles, dont la majorité des gens parlent espagnol ou portugais. Ils peuvent déjà se comprendre sans même avoir besoin de traduction. Si on voulait vraiment, on pourrait en faire une seule culture. Si on voulait vraiment, vraiment, vraiment. Mais bon, c'est des cultures différentes, juste très semblables.
avec genre le Suriname et la Guyane. Donc c'est ça qui ferait 4 langues au total avec l'anglais et le hollandais, mais des très petits pourcentages d'anglais et de hollandais. Je ne sais même pas s'ils étaient dans UNASUL d'ailleurs, ces pays-là. Et l'idée, c'était de travailler ensemble et de mettre ensemble les ressources qu'ils ont. Parce que, par exemple, en tout cas, j'ai parlé des ressources pétrolières du Moyen-Orient, mais au Venezuela, il y a une quantité incroyable de pétrole. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, il y a, ben, la population globale du continent peut avoir une pertinence s'il s'agit de façon cohésive. Le Brésil, je pense que c'est un pays assez industrialisé par rapport à la région. Il y a toutes sortes de ressources qui sont exploitées au Pérou, au Chili, etc. L'attrait touristique global de ces pays. Donc, si on pouvait créer une genre de synergie, un genre de marché commun, un genre de bloc un peu plus pertinent, on pourrait devenir effectivement un pont, peut-être essayer de créer un nouveau pôle, peut-être sans avoir besoin de rivaliser avec les plus grands pôles de la Terre, devenir un peu plus pertinent, devenir un partenaire avec qui les gens veulent interagir et veulent faire du commerce. Malheureusement, euh, il y a eu une nouvelle gang de présidents qui sont entrés dans tous les pays. Et un des plus stupides, qui était le président du Pérou, monsieur du nom de Kuczynski. Sa famille était une famille incroyable, c'est une famille qui a fait énormément pour le Pérou, surtout son père, mais lui-même, il est resté au pouvoir pendant très peu de temps. Il s'est fait renvoyer de façon atroce, et la seule chose qu'il a eu le temps de faire pendant qu'il était au pouvoir, c'était de détruire UNASUR. Donc, je trouve que c'est un héritage politique assez stupide de rentrer, détruire quelque chose qui avait du potentiel et ensuite s'en aller. Son opposition à lui était très grande avec le Venezuela. Il voulait expulser le Venezuela de l'Union, mais l'idée c'est que quand on veut collaborer avec les gens, la définition même de collaborer, c'est de parler avec des gens qui ont des points de vue différents. Donc, le Venezuela va pas bien en ce moment, le gouvernement est en désastre. N'empêche, c'est un pays d'Amérique du Sud. Et c'est un pays important d'Amérique du Sud, avec leurs ressources pétrolières, leur population, leur histoire. C'est un pays très très important, donc je pense que même dans l'intérêt de la stabilité continentale et même pour l'avenir du Venezuela, je pense que ça aurait été beaucoup plus constructif que tout le monde reste autour de la table et qu'ils trouvent des façons de se parler, de s'influencer, d'essayer de trouver des points d'entente, plutôt que de l'expulser, d'essayer de créer son propre groupe sans les pays qu'on aime, avec les pays qu'on aime ou les pays qu'on n'aime pas. Donc, le divisionnisme typique qui a mené à la ruine de l'Amérique du Sud pendant si longtemps, étant si semblable, on n'est pas capable de s'entendre et de se parler. C'est ironique et c'est triste. Donc peut-être c'est une chance ratée. UNASUR avait des projets assez ambitieux. Il voulait faire un passeport commun, qu'on voyage sous le même passeport et qu'on puisse librement circuler dans tous les pays, ce qui serait parfaitement logique, étant donné le niveau de développement relativement comparable de tous les pays. Donc une entreprise pourrait vraiment devenir des multinationales dans ces pays-là. Peut-être éventuellement avoir une monnaie unie, ce qui donnerait un poids et pourrait devenir une monnaie de réserve dans une certaine mesure si ça avait été fait. Et une collaboration qui, comme je vous dis, ferait usage des synergies et des similitudes entre les pays, mais ça n'a pas été du tout dans cette direction-là. Donc les gens, en tout cas, l'explication que j'ai trouvée pour ça, c'est que UNASUR a été fondée surtout par des présidents de gauche qui étaient au pouvoir, dont Lula et Hugo Chavez et Madame Kirchner, tous les gens qui étaient là. Et quand les gouvernements de droite sont rentrés, parce que bon, vous savez, comme dans beaucoup de pays, c'est l'échange droite-gauche, mais les gouvernements de droite ne voulaient pas supporter le projet, principalement parce que c'était des mouvements de gauche qui l'avaient créé. Donc ils ont créé leur propre mouvement qui s'appelle Pro-Sud, Pro-Sur, qui est à peu près la même chose, mais beaucoup plus mauvais, avec moins de pays. Et, je veux dire, en détruisant ce qu'il y avait avant, on a compris qu'ils ne vont pas travailler ensemble, donc pourquoi mettre de l'énergie dans un truc que le prochain gouvernement va enlever de toute façon là, c'est assez ironique. Mais si on peut finir sur une note positive, l'avantage d'être entre guillemets peu pertinent, ben, c'est que les chances d'avoir une ingérence active et externe est assez faible. Donc, quand un pays débarque là, en Amérique du Sud, de nos jours, c'est assez improbable. Et les États-Unis même, il y a une idéologie qui exige que d'autres forces autres que eux n'aient pas d'influence très forte en Amérique du Sud. Donc, on est un peu isolé des, des grandes tensions internationales. Donc, l'Amérique du Sud, par exemple, peut faire du commerce assez librement avec la Chine, tant qu'il n'y ait pas vraiment de partenariat militaire, ce qui n'est pas envisagé de toute façon à court, long, moyen terme.
Et peut-être l'Amérique du Sud va avoir le temps justement de rester dans son coin, de méditer un peu à ce qu'il voudrait être. Et qui sait, peut-être devenir un peu plus unis et un peu travailler un peu plus ensemble pour créer quelque chose qui fasse du sens. En tout cas, je le souhaite fortement. Sur ce, je vous laisse.